C'est une terre encore jeune qui n'a pas fini de grandir. Vieille de quelques 2 millions d'années à peine, cette île doit son existence à un volcan jailli de l'océan Indien. Son nom, la Réunion. Depuis sa naissance, éruption après éruption, ce territoire tropical unique a été façonné par le volcan. Sur l'île de la Réunion, le volcan est le maître d'œuvre absolu. Mais depuis quelques années, les éruptions redoublent d'intensité. Et leur caractère inhabituel a provoqué des phénomènes naturels d'une incroyable richesse pour les chercheurs. 2005, c'est l'année qu'ils n'oublieront jamais. Le volcan se réveille une nouvelle fois et provoque la coulée du siècle en libérant la plus importante quantité de lave jamais observée sur Terre. Sous la mer, le cataclysme est tout aussi incroyable. Il produit des effets sur les fonds marins totalement inattendus pour les scientifiques, faisant même remonter à la surface des espèces de poissons inconnues des hommes. Autre phénomène nouveau, les pilo-lavas. De la lave en fusion qui se vitrifie au contact de l'eau de mer et redessine l'île. Cette activité volcanique exceptionnelle va nous permettre de remonter le temps et de retrouver ainsi l'île dans sa version d'origine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une relation entre le volcanisme d'île de la Réunion et la disparition des dinosaures à la fin de l'ère secondaire. On sait qu'une des deux causes de la disparition de ces animaux, c'est un épisode volcanique intense. Ce volcanisme démentiel, c'est le début du fonctionnement du point chaud, il y a 65 millions d'années, et ça a envoyé dans l'atmosphère des tonnes et des tonnes de particules, ça a complètement assombri l'atmosphère terrestre, ça a provoqué ce qu'on appelle un hiver nucléaire. L'île de la Réunion fait partie d'un ensemble de plusieurs îles volcaniques, toutes issues du même point chaud. Il y a Rodrigue, Maurice, la Réunion. Et en fait, ce point chaud qui est fixe à l'intérieur du globe terrestre, eh bien, la plaque lithosphérique qui se déplace au-dessus fait qu'on a un système comme un chalumeau fixe avec comme une planche qui bougerait au-dessus. Et à chaque fois, on va avoir percement de cette plaque et formation d'une île volcanique. Alors pourquoi ces îles sont espacées, d'ailleurs à peu près de la même distance? C'est parce qu'on va avoir le panache magmatique qui va suivre pendant un moment donné le déplacement de la plaque lithosphérique, puis revenir à l'aplomb du point chaud. Et à chaque fois, on aura formation d'une île volcanique. Alors là, devant nous, c'est le Piton des Neiges, c'est le premier édifice volcanique de l'île. Il a surgi de l'océan Indien il y a à peu près 3 millions d'années et il est éteint depuis environ 10 000 ans. En fait, c'est un gigantesque volcan qui s'est formé à partir du plancher océanique à 4000 mètres de fond et sur une base de 240 km de diamètre. En fait, on a devant nous un gigantesque volcan basaltique de plus de 7000 mètres d'altitude. Alors c'est véritablement une énorme montagne dans l'océan et au loin on peut apercevoir les contreforts du Piton de la Fournaise. C'est le volcan actif de la Réunion. En gros, son activité a commencé il y a plus de 500 000 ans et il continue encore bien sûr avec de nombreuses éruptions. Depuis son apparition, l'île a sans cesse été modifiée par des éruptions volcaniques et une forte érosion, en raison des pluies intenses. Son relief spectaculaire, la Réunion le doit aussi à la fragilité de ses sols. En quelques centaines de milliers d'années, les différents phénomènes ont eu raison des couches géologiques les plus tendres. Ils ont buriné les vieux massifs comme le Piton des Neiges pour les transformer en cirques somptueux. Le cirque de Mafate qu'on a sous nos pieds est une vaste dépression qui a été creusée par l'eau et puis par la gravité. On peut voir tout un tas de structures, des ravinements, des falaises abruptes. Et en gros, il y a par cirque, Mafate, Salazie et Sillaos, 50 km3 de matériaux qui sont partis à la mer. On a des remparts qui font presque 1000 mètres de haut, avec, comme ici, des surfaces plates qui ont été après colonisées par l'homme.
L'histoire de la Réunion a commencé par l'émergence d'une roche nue, depuis la grande plaine abyssale enfouie à plusieurs milliers de mètres sous le niveau de la mer. Un volcan a surgi des abysses. Peu à peu, le lichen et les mousses ont colonisé cette terre, préparé le terrain des premières fougères, en donnant naissance à un sol dans les fissures de la roche. Puis des graines portées par les vents, les oiseaux et la mer ont germé sur ce sol neuf et marqué le départ d'une aventure naturelle exceptionnelle. Grâce à l'isolement géographique de la Réunion, la majeure partie de la flore de l'île est unique au monde. Cette richesse est aussi favorisée par la proximité du tropique du Capricorne, une position qui procure à l'île un ensoleillement exceptionnel, régulé par les alizés venus de l'Antarctique. À la même latitude, quand les températures grimpent à 40 degrés sur le continent africain, sur les côtes de la Réunion, le thermomètre dépasse rarement 34 degrés. Les alizés, chargés d'un air frais, constituent pour l'île une véritable climatisation naturelle qui permet de passer sans rupture des atmosphères chaudes du littoral à des ambiances plus fraîches en altitude. Enfin, au contact du massif, les masses d'air s'élèvent et se condensent. Les sommets sont donc régulièrement soumis à une pluviométrie importante. La preuve, il pleut sur le piton de la Fournaise. À 2200 mètres d'altitude, les conditions climatiques sont rigoureuses. Les écarts de température entre la nuit et le jour, associés à un sol pauvre, empêchent la végétation, essentiellement composée de branlées de tamarin, de se développer en hauteur. Plus bas, entre 1000 et 1500 mètres d'altitude, un tout autre spectacle s'offre aux visiteurs. Ici, la végétation est luxuriante. Pour qui sait l'observer, on découvre à cet étage une multitude de petits parasols végétaux, les fangeants. Leur présence traduit la fréquence des brouillards et des fortes condensations matinales. Ils sont le symbole de la forêt humide. Cet étrange palmier est en réalité une fougère arborescente qui peut atteindre 15 mètres de haut dans certains secteurs, comme ici, dans la forêt de Bébour. Nous retrouvons Marie Lacoste, spécialiste de la flore au Conservatoire botanique de La Réunion. Elle est belle cette forêt, elle est très belle. Alors la caractéristique principale de cette forêt, c'est l'enchevêtrement, vous le voyez, et puis l'épiphytisme, les fougères, plusieurs sortes de fougères, des orchidées, des mousses, sur des troncs enchevêtrés et des fougères arborescentes. C'est ça la caractéristique de ces forêts, parce qu'elles peuvent s'affranchir des problèmes de l'eau. Il y a de l'eau tous les jours ici. En général, le matin est ensoleillé, puis les nuages s'accumulent sur les pentes et crèvent pour donner de la pluie. Ici, toutes les conditions sont réunies pour transformer cette forêt en un richissime environnement naturel. En fait, ce qui est très riche, c'est notamment les épiphytes. Donc sur ce tronc-là, qui va faire 1 mètre de long maximum, on a beaucoup d'espèces de fougères différentes. Là, il y a une espèce. Là, il y en a une autre, avec des poils. Une autre, sans les poils. Celle-ci, elle est beaucoup plus dense. Très découpée aussi, mais beaucoup plus dense. C'est très très riche. Et pour ce qui est des ligneux, sur 500 mètres carrés, on recense 50 ligneux. À titre de comparaison, en Haute-Normandie, une haie très charmée, elle va présenter 3 à 4 espèces de ligneux différents. Sur la côte au vent, dans le sud de l'île, subsistent quelques hectares de la forêt de bois de couleur, entre Saint-Philippe et Sainte-Anne. C'est sympa ça. Une fougère tortue, c'est sympa de l'avoir là. Là, on est relativement près de la mer. On est dans la forêt chaude et humide de basse altitude. Alors, ce qui caractérise cette forêt, c'est la strate herbacée qui est dominée par les fougères, des troncs assez droits et la fougère arborescente qui est passée sous la canopée. Cette forêt côtière a longtemps été exploitée pour produire du bois de chauffe ou pour alimenter les chantiers maritimes. Comme la forêt sèche ou la savane humide, ce type de forêt a quasiment disparu de la surface de l'île. Elle a été remplacée par des terres cultivables à forte valeur ajoutée. Ces terres ont d'abord vu pousser des caféiers et depuis près d'1 siècle, des cannes à sucre.
Ces dernières ont désormais envahi le littoral de La Réunion. Les hommes s'installent rarement au centre d'une île volcanique. C'est cette tendance naturelle qui a eu raison de la végétation primaire de l'île. La population de La Réunion continue d'augmenter. Les habitants devraient dépasser la barre du million dans quelques années, ce qui risque de bouleverser encore davantage l'écosystème de l'île. Tous ces milieux naturels de La Réunion constituent un hotspot de biodiversité. Hotspot, ça veut dire une grande richesse spécifique, un grand nombre d'espèces, des espèces qui n'existent nulle part ailleurs qu'à La Réunion. Ça, c'est les espèces endémiques. Et puis des grandes menaces qui pèsent sur ces milieux naturels. Donc l'ensemble, ça fait un hotspot de biodiversité. À La Réunion, il ne reste plus maintenant que 30% des milieux naturels originels qui existaient donc avant l'arrivée de l'homme. À Maurice, il n'en reste plus que 3%, à Rodrigue, seulement 1%, d'où l'intérêt de les préserver. Le piton de la Fournaise, sans doute l'un des noms les plus connus de La Réunion. Un volcan né il y a 500 000 ans, aujourd'hui l'un des plus actifs au monde. En moins de 10 ans, la Fournaise s'est réveillée 27 fois, soit en moyenne une éruption tous les 9 mois. Au sommet se succèdent les calderas, des cuvettes d'effondrement, vestiges d'anciens et gigantesques édifices volcaniques. Vu du ciel, tout est plus simple. Le rempart de la plaine des Sables s'est formé il y a 70 000 ans. Celui de l'enclos Fouché, que nous survolons maintenant, est âgé de seulement 5 000 ans. Les coulées du volcan sont devenues un spot incontournable pour les amoureux du trekking. 2 heures de marche dans ces paysages lunaires pour découvrir le spectacle grandiose du cratère. En marge des sentiers touristiques, le vulcanologue Patrick Boissier nous conduit vers un secteur interdit au public pour une mission d'observation. Nous sommes actuellement dans le cratère Bory. Alors cratère Bory, qui est tel qu'on l'a toujours connu, on va dire, pas d'éruption récente à l'intérieur du cratère Bory. Et on a sur notre droite donc le cratère de Lomieux qui était, il faut s'imaginer, à peu près à notre niveau. Et avec l'éruption d'avril 2007 et la vidange de la chambre magmatique, on a eu donc un effondrement de 350 mètres de profondeur, comme un piston qui est descendu sur une hauteur totale de 350 mètres. Vertige assuré. La profondeur du cratère dépasse la hauteur de la tour Eiffel, plus de 325 mètres. Ce qu'on appelle l'éruption du siècle ne s'était jamais produit depuis l'arrivée de l'homme sur l'île. Ça fume encore bien en bas. Ce qu'on a estimé comme volume émis, c'est de l'ordre de 140 millions de mètres cubes. Alors qu'une éruption classique, traditionnelle, sera plutôt de l'ordre du million de mètres cubes. Donc là, on est monté avec une caméra thermique dans le but de faire des mesures de température à l'intérieur du cratère de Lomieux. Plus précisément, les flancs intérieurs et le fond, notamment suite aux éruptions de 2008. C'est intéressant de voir le suivi de la température à l'intérieur. Alors actuellement, donc, sur les flancs, on peut enregistrer des températures de l'ordre en pointe de l'ordre de 60 degrés. Et ensuite, en se déplaçant au niveau de la croûte à l'intérieur du cratère de Lomieux, on voit quelques petites taches un peu plus claires. On arrive à des températures de l'ordre de 150-160 degrés. Alors actuellement, les indicateurs qu'on utilise pour étudier l'imminence d'une éruption, on va dire, ne montrent pas grand-chose. Pas de déformation, très peu de sismicité. Donc actuellement, on est dans une période où vraisemblablement, il n'y aura pas d'éruption à court terme.
Fabuleux spectacle que celui des baleines à bosse qui remontent de l'Antarctique pour mettre bas dans les eaux tièdes des tropiques. Avec l'observation d'oiseaux qui nichent dans le creux des falaises, c'est l'une des rares démonstrations de vie animale que nous offre La Réunion. Sur l'île, hormis quelques chauves-souris, il n'y a pas de mammifères, peu de reptiles et peu d'oiseaux. Ces impressionnantes tortues d'Aldabra, originaires des Seychelles, sont les pensionnaires d'un parc animalier. Autre attraction plutôt discrète, des colonies de minuscules crabes installés dans le lit des rivières. À une époque encore récente pourtant, l'île était colonisée par une grande variété d'animaux. Sonia Ribaud-Demoulin est conservatrice du Muséum d'histoire naturelle de La Réunion. Cette île volcan émergée des océans va être colonisée par tout un tas d'animaux qui, comme les végétaux, vont arriver soit par la voie aérienne, soit par la voie marine. Cet isolement géographique va favoriser l'émergence de nouvelles espèces qui n'auront plus rien à voir ou peu à voir avec la population d'origine. Et c'est ça qui va faire l'originalité de la faune de La Réunion, parce que ces nouvelles espèces, c'est ce qu'on appelle des espèces endémiques qui n'existent qu'à La Réunion. Et c'est le cas de la tortue de Bourbon. On pense qu'elle est arrivée d'Afrique, soit en flottant par ses propres moyens, soit sur des radeaux flottants. Et voyez que cette tortue, elle est très particulière aux Mascareignes. Elle a un corps très allongé. On va en trouver 2 espèces à l'île Rodrigue, 2 espèces à Maurice et une seule, peut-être une 2e espèce à La Réunion. Au XVIIe siècle, quand l'homme débarque sur ce volcan surgi des mers, l'île est couverte de forêts et recèle de richesses aux apparences inépuisables. On estime qu'à l'époque, la population de tortues avoisine les 2 millions d'individus. Elle sera anéantie en 200 ans par des marins affamés, avides de viande fraîche. Malheureusement, la tortue de Bourbon avait une particularité qui était d'être très bonne à manger et surtout de pouvoir rester très longtemps sans se nourrir ni boire. Résultat, non seulement elle va servir de garde-manger pour les colons, mais elle va aussi servir de garde-manger et de chair fraîche pour les navigateurs sur la route des Indes. Ils la retournaient sur les bateaux, ils en remplaçaient les cales et c'est comme ça que très rapidement les tortues de La Réunion, de Maurice et de Rodrigue vont disparaître. C'est ainsi qu'un certain Dubois décrit en 1672 sa trouvaille pour abattre les oiseaux exotiques. On se sert, écrit-il, d'une petite gaule en bois avec laquelle on fait un bel abatis d'oiseaux. À La Réunion, les populations à plumes vont connaître le même sort que les tortues. Perroquet vert de Bourbon, pigeon rose de Dubois, oiseau bleu. Au total, 21 espèces vont disparaître. Parmi les 21 espèces d'oiseaux qui ont disparu, il y a une espèce qui est un peu plus emblématique que toutes les autres, c'est le solitaire de La Réunion. Pendant très longtemps, on a pensé que ce solitaire devait ressembler au dodo de l'île Maurice. Le dodo de Maurice ne volait plus du tout, alors que le solitaire de La Réunion était en train de perdre son aptitude au vol. Et ceci peut s'expliquer par peut-être la jeunesse de l'île de La Réunion, 2,5 millions, 3 millions d'années, alors que l'île Maurice, c'est 8 millions d'années. Mais ce dodo, outre la perte de son aptitude au vol, en l'absence de prédateurs, cet oiseau donc s'est mis à grossir, à faire du gras. Il vivait vraisemblablement en solitaire comme l'ibis de La Réunion, mais aussi il ne pondait qu'un œuf. Stratégie que l'on va retrouver chez bon nombre d'oiseaux insulaires, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'insularité. La flore originelle de l'île est soumise aux mêmes pressions que sa faune. Si les espèces insulaires échappent à la concurrence et à la sélection qui existe sur les continents,
elles subissent ici l'arrivée et l'installation des hommes. Un impact que nous décrit Christophe Lavergne. Les espèces sont arrivées avec un rythme très lent. Il faut savoir qu'un genre de plante s'installait tous les 5000 à 6000 ans. À côté de ça, l'homme qui est arrivé ici il y a 350 ans a amené tout un tas d'espèces avec lui. Et on a accéléré ce rythme d'introduction de 50 000 à 60 000 fois. Donc ce qui est énorme par rapport au rythme naturel d'introduction. Alors arrivés sur les rivages de la Réunion, les premiers colons trouvent peu de végétaux comestibles à part quelques pimpins de vacoas et sans doute des cocotiers et des palmistes. Insuffisant pour se nourrir. Les colons sont donc contraints d'importer des végétaux comme le goyavier. Le principe sera le même pour les fleurs ou certaines plantes utiles comme le chocha, reconnu sur les chantiers maritimes pour la qualité de son chanvre et adoré des montes religieuses pour son confort. Problème, ces espèces importées se sont échappées des jardins et des enclos pour proliférer dans la nature. Ça, c'est un fuchsia de Bolivie. C'est une plante ornementale envahissante qui s'est échappée des jardins. Et donc là, ce qui est marrant à voir sur cette fleur, c'est que la corolle est perforée par le bec du oiseau vert, qui est endémique, qui a trouvé le moyen de les prélever le nectar dans cette fleur qu'il ne connaissait pas au départ, puisqu'elle est là depuis moins longtemps que lui. Et donc pour lui, c'est une source de nourriture. Donc voilà, il y a une interaction qui s'est faite entre un oiseau endémique et une fleur introduite. Ah bah, ça c'est du longose. Donc c'est une des pires pestes végétales à La Réunion. Donc ça a été introduit de l'Himalaya pour ses qualités ornementales. Donc là, normalement, ça fait des très jolies fleurs. Et on l'utilisait également pour faire du parfum. Donc les fleurs sentent très bon. Et là, tu vois, là, il y en a partout. Dans tout le sous-bois, il y en a de partout. Donc les endroits frais et humides comme ici, le longose, eh ben, il adore. Bon, là, les fruits sont immatures. On va regarder les graines, et donc, qui sont toutes rouges et qui attirent les oiseaux. Donc c'est sûrement échappé d'un jardin à l'origine. Et donc les oiseaux sont attirés par la couleur, vont disperser les fruits. Donc ça, c'est un mode de propagation. Et l'autre mode de propagation, bah, c'est par le sol. Ça, c'est le rhizome du longose. C'est énorme, hein. Donc le rhizome, c'est une tige souterraine. Et là, il se multiplie végétativement. Donc, tu vois, physiquement, ça exclut vraiment toute régénération de la forêt. Et là, le moindre petit fragment de rhizome repart. Donc ça, c'est de la multiplication végétative. Les stratégies d'implantation de ces espèces dites envahissantes sont bien supérieures à celles des espèces endémiques. Dès qu'un espace se libère, il est instantanément colonisé par ce qu'on appelle une peste végétale. La structure et le fonctionnement des écosystèmes s'en trouvent profondément modifiés. Ce phénomène conduit peu à peu à une uniformisation des paysages et à une banalisation des milieux, aussi bien à La Réunion que sur toute la ceinture tropicale de la planète. Face à une telle prolifération, l'éradication manuelle est devenue quasi impossible. Pour contrer la progression des espèces envahissantes, les spécialistes doivent trouver d'autres stratégies. Une expérience est actuellement menée sur une espèce, la vigne marronne. Le raisin marron, ça pique. Alors le raisin marron, c'est la peste végétale la plus envahissante à La Réunion, ça c'est sûr. Et donc là, on vient d'introduire un insecte, la larve d'un insecte qui vient d'Asie du Sud-Est, le pays d'origine du raisin marron, pour donc essayer de la contrôler biologiquement. Et donc là, les effets sont récents et sont spectaculaires. Vraiment, ça va très très vite. Toutes les feuilles sont complètement mangées. Alors là, tu vois une tige avec plus du tout de feuilles. Hein. Donc la larve
à manger toutes les feuilles. Donc la lutte biologique offre vraiment beaucoup d'espoir puisque c'est une économie de moyens humains, de moyens financiers. Une fois que ça marche, c'est parti, hein, ça va aller partout, gravir les reliefs, aller sur les terrains privés. Donc c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, toute introduction non contrôlée de boutures et de graines est strictement interdite sur l'île. L'application de cette règle s'accompagne d'une tentative d'éducation de la population au risque d'envahissement avant que l'irréparable ne se produise. Alors ici, voici l'herbe de la pampa. Donc à La Réunion, elle est cultivée. En Camargue, c'est une plante envahissante dans le sud-ouest de la France. Alors si on ne veut pas que ça devienne la peste végétale de demain à La Réunion, il faut l'éliminer.